question, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on va hiérarchiser ces urgences? Est-ce que c'est parce qu'on veut diminuer la mortalité opératoire? Est-ce que c'est parce que notre cadre supérieur, parce que je regarde Laurence, ou le directeur de l'hôpital, qu'est-ce qui me fait la fermer tout? Voilà, parce que notre directeur dit ben, il faut faire plus de blocs et qu'on veut optimiser les TVO parce que ça déborde. Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'on a plein de patients qui sont en attente et qu'il y a des files d'attente de 3 mois et qu'on veut diminuer les délais préopératoires? Ou c'est parce qu'on veut diminuer les actes opératoires en amont ouvrable? On aura le d'être appelé en astreinte et on veut diminuer tout ça. Alors ça va pas être commode parce que je ne vois pas ce que je dis. C'est pas très grave. Diminution des délais préopératoires, ben c'est facile, hein, on va faire les plus graves d'abord, ça on a l'habitude, on le fait dans tous les blocs opératoires. Des fois, c'est les chirurgiens qui le font. Là, c'est pas forcément les plus graves d'abord. Hein. Il y a parfois une régulatrice, c'est aussi les plus graves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un bloc opératoire, il faut que l'anesthésiste fasse partie de cette discussion. C'est pas possible de discuter, que ce soit que chirurgical, comme ça ne peut pas être que anesthésiste, c'est forcément une discussion à plusieurs. Optimiser les TVO, là, c'est plus un impact médico-économique, et il y a vraiment certains pays où le fait de faire des parcours et des filières, c'est pour cet impact médico-économique. Est-ce qu'on veut diminuer les délais préopératoires? Ben, juste aussi beaucoup pour le confort patient, etc. Est-ce que ne pas opérer la nuit, ça c'est sûr, c'est mieux pour la qualité de vie au travail, c'est mieux pour la rentabilité. Quels sont nos objectifs? Pourquoi est-ce qu'on veut que ça marche mieux? Ce qui est sûr, j'ai un problème. Ce qui est sûr, c'est quand on doit faire une chirurgie en urgence, en général entre l'anesthésiste et le chirurgien, on a souvent ce regard avec des réponses qui sont plutôt variables et on ne gagne pas à tous les coups. Ce qui est sûr, il y a beaucoup d'études, vous voyez, il y a quand même beaucoup de patients, 24 000 et 42 000 dans le bras, de prise en charge, soit emergency general surgery, donc des chirurgies qui vont être réalisées en urgence, soit des non-emergency, des chirurgies qui ne vont pas être faites en urgence. Et quand on regarde les complications de ces patients, effectivement, le malade qui opère en urgence, on va dire, bah, c'est logique qu'il se complique plus, sinon on l'opérerait pas en urgence, c'est que de base il est plus grave. Mais une fois qu'on a fait une régression logistique, donc on a apparié les patients, ces résultats nous montrent que de façon indépendante, donc quelle que soit la gravité, le fait d'opérer une cholécystite en urgence versus une cholécystite pas en urgence, d'opérer un côlon en urgence versus pas un côlon en urgence, une fois qu'on a éliminé tous les facteurs confondants de la gravité, du score ASA, du jeûne, etc., le fait d'être opéré en urgence augmente les complications et augmente la mortalité à J30. Donc c'est pas rien d'accepter de faire un malade en urgence, on sait que déjà, il est facteur de risque de plusieurs complications. Même chose, là, encore plus de malades. 130 000 malades qui sont opérés d'une chirurgie réglée, élective, 20 000 qui sont opérés d'une chirurgie urgente, et 22 000 qui sont opérés dans le cadre d'une chirurgie hyper urgente. Dans la classification, comme vous avez montré, c'est vraiment les traits rouges en haut. Et là encore, de façon indépendante, après régression logistique, la mortalité est augmentée, la morbidité est augmentée, les réadmissions à l'hôpital, les reprises chirurgicales sont augmentées. Donc opérer un malade en urgence, c'est plus dangereux que de ne pas le faire en urgence. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit c'est pas possible, il faut qu'on s'organise, donc on va faire des filières. On connaissait ça dans le trauma, il y a des filières de trauma, dans l'infarctus, il y a des filières, et dans la chirurgie d'urgence, il n'y a pas de filière. Donc ils vont créer des acute care surgery. Alors pourquoi est-ce que c'est plus grave? Pourquoi est-ce qu'ils se compliquent? Une des causes faciles, c'est le retard. Et dans cette étude où ils font 15 000 malades en urgence, ils s'aperçoivent qu'il y a au moins 18% de patients qui sont opérés en retard si on prend ces classifications. 18 patients, et on comprend que le patient qui est opéré en retard puisse se compliquer un petit peu plus. Est-ce que c'est comme ça, et est-ce que 18% et qu'effectivement, ce retard, il va être facteur de mortalité hospitalière, d'augmentation de la durée de séjour en post-opératoire et d'augmentation du coût total des soins. Les raisons du retard, elles sont nombreuses. Et parfois, on fait bien de prendre du retard.
notamment quand c'est des causes du patient. Opérer un malade à un crâne sous anticoagulant, il faut peut-être prendre le temps de traverser, sinon on va chercher encore plus de retard. Donc il y a toutes les causes en bas qui sont les patients décompensés. De temps en temps, il vaut mieux réanimer et corriger certaines décompensations du patient plutôt que d'aller au bloc. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est des retards par des problèmes humains. Pas d'anesthésiste, pas de chirurgien, pas d'infirmier, pas de matériel, mais on a tous vécu ça. Et ça se travaille, on n'a pas le droit d'avoir du retard pour ça. Cette étude, ce qui est prioritaire des patients hospitalisés pour lesquels il y a une indication chirurgicale dans le cadre d'une occlusion. Ce n'est pas le syndrome occlusif où on va voir un traitement médical. Là, c'est le chirurgien, il a posé l'indication chirurgicale. Et qu'est-ce qu'on voit? On va regarder l'important. Donc il y a beaucoup de malades, il y a 80 000 patients pour qui ça sera le plus grave de perdre du temps en regardant la durée de séjour à l'hôpital, la durée avant la chirurgie, le score de fragilité du patient que je vous ai mis à droite, est-ce qu'il est épileptique, etc., ou l'âge du patient. Et en analyse multivariée, chaque jour supplémentaire d'attente préopératoire, une fois que l'indication est posée, va augmenter la mortalité de 4%. C'est quand même pareil. Donc effectivement, ce délai préopératoire, il est extrêmement important. Il faut tout faire pour essayer de ne pas avoir de retard. Un fracture du col du fémur, c'est bien connu, et ça c'est vraiment rentré dans nos esprits, qu'il faut opérer dans les 48 premières heures. Cette étude, 37 000 patients qui arrivent aux urgences pour une chirurgie, pour une fracture du col du fémur, cette proportion-là qui va être opérée le jour de la chute, dès l'arrivée à l'hôpital, le premier jour, le deuxième jour, ou au-delà de 72 heures. En rouge, c'est ceux qui vont être opérés en heures ouvrables. Donc effectivement, les gens qui vont arriver le jour où ils sont tombés, la majorité sera faite en heures non ouvrables la nuit. Le deuxième jour, on arrive à compenser. Et c'est l'important, c'est la mortalité et la morbidité qu'il va y avoir. Donc effectivement, quand on n'est pas opéré dit en surgerie expéditive, c'est-à-dire le jour de la chute ou le lendemain, il y a une surmortalité importante. Et une fois qu'on a regardé est-ce que c'est en fonction du sexe, de l'âge, etc., cette mortalité persiste. Non seulement la mortalité à J30, mais aussi la mortalité à 1. Donc, la chirurgie du col du fémur, on a l'habitude de dire qu'il faut vraiment la faire le jour de l'arrivée ou le lendemain, dans les 48 premières heures. Mais voilà, pour les autres chirurgies, on a aussi la même chose. Donc, il y a les Anglais, c'est les premiers qui ont fait ça. Il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans maintenant, ils ont créé vraiment des recommandations par leur équivalent d'HAS pour dire, voilà, il faut vous organiser pour les chirurgies en urgence. Donc comment est-ce qu'on fait? D'abord, c'est quoi l'urgence chirurgicale? Donc Victor a commencé à en parler. L'urgence, il y a tout. Est-ce qu'une luxation et un anévrisme de l'aorte abdominale et un hématome extradural, c'est la même urgence? Bien sûr que non. Donc il faut faire des classifications. Il y en a 1000 des classifications. Les Anglais étaient les premiers. C'est une grande classification. La chirurgie immédiate, la chirurgie urgente et expéditive et élective. C'est assez difficile de traduire ces termes-là en français. Après la classification TAC, sont arrivées les couleurs, et ils ont commencé à mettre des heures, dans l'heure, dans les 6 heures, dans les 12 heures. Et une fois qu'on discute, je ne peux pas parler de ce topo sans parler de Delphine Lepère qui était interne dans le service et maintenant qui a préféré, je ne sais pas, la plage et les îles et le soleil, je ne sais pas pourquoi. On a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Dès qu'on change de bloc opératoire, ils disent « oui, mais nous, c'est pas pareil ». Ouais, mais nous, l'appendicite à Grenoble, c'est pas pareil que l'appendicite à Lille. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est là où c'est important de se mettre d'accord et de discuter tous ensemble d'une classification. Et c'est pour ça, Victor, je pense que tu n'as pas insisté, cette classification, le truc le plus important, c'est qu'elle est votée par les chirurgiens eux-mêmes, de plusieurs pays, de plusieurs hôpitaux, et ils se sont mis d'accord, ils ont voté par méthode grade, ils se sont tous mis d'accord qu'une appendicite, le délai optimum pour l'opérer, c'est dans les premières 12 heures. On a envie de dire, ce n'est pas compliqué, 24 heures, ça va. Mais c'est pour ça, si on ne parle pas la même langue, on ne peut jamais être d'accord. Donc il faut se mettre autour d'une table et se mettre d'accord et de dire quelle classification on utilise. À Lille, ça fait à peu près 4 ans qu'on parle de cette classification, 4 ans que je veux la mettre dans HM Block pour que les chirurgiens nous disent dans quelle classification on est et on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas d'abord parce qu'on pousse pas beaucoup, et puis ça arrange tout le monde aussi, des fois qu'on ne parle pas la même langue. Hein, parce que de temps en temps, on est contraint, non pas de la vraie urgence, mais de la princesse qui arrive de je ne sais pas quel pays, et alors elle devient une urgence. Une fois qu'on a mis, certains se reconnaîtront, une fois qu'on a mis en place ces filières et cette classification, est-ce qu'effectivement ça marche? Est-ce qu'effectivement on arrive à opérer les malades mieux? Donc là, vous voyez une étude multicentrique, 34 hôpitaux, 12 000 chirurgies, dont 39 000 en urgence, et surtout de la chirurgie viscérale. Ça engendre des décès, et quand on voit les gens qui sont opérés dans le cadre d'une filière où a été mise en place une classification et où ils ont développé une réelle filière d'acute care surgery, il y a une diminution quand même de 31% de la mortalité. Donc mettre en filière aussi, c'est non seulement classer les malades, mais s'organiser avec nos salles et laisser de la place à ces malades d'urgence. Et qu'est-ce qui est sacrifié en général? Dès qu'il manque une IBOD ou un IAD ou un anesthésiste ou un neurochirurgien, quelle salle on ferme? La salle des urgences. Qui sont les chefs de bloc? En général, ce n'est pas eux qui font les urgences. Mais on sait que c'est probablement le plus difficile. Ce qu'il faut d'abord, c'est savoir notre part d'urgence aussi. Combien dans notre bloc on a de chirurgie d'urgence? Si c'est 30%, on doit laisser 30% de plage pour ces chirurgies d'urgence. Et on n'a pas forcément les mêmes chirurgies d'urgence. Ce modèle qui a été très bien fait, il propose deux choses, et aussi en fonction de la taille de notre hôpital, parce que libérer un bloc entier d'urgence quand on est un petit hôpital avec 3 blocs, c'est pas possible. Quand on est un CHU comme Lille, et en plus dans certains services, parce que tout le monde fait un petit peu d'urgence, c'est très varié. Donc il voit ce qu'il propose comme organisation, si on a 10 salles de bloc, 15 salles de bloc, ou plus de 15 salles de bloc. Donc effectivement, il y a des blocs où il dédie entièrement des blocs opératoires que pour d'urgence, ou une politique un peu hybride, il laisse un bloc entièrement pour l'urgence le matin, et puis une plage l'après-midi dans un autre bloc en fin de programme, ou à l'inverse, ils incluent, mais c'est réservé, et c'est géré en amont, une place pour ces chirurgies d'urgence. Ils savent que tous les après-midi, le bloc 3, 4, 5, ça sera pour l'urgence, ou à l'inverse, le bloc 3 le matin, le bloc 4, etc. Donc déjà, ça commence par compter nos chirurgies d'urgence, et ça, on n'est vraiment pas très bon. Le fait de mettre en place ces filières et de réserver des blocs, non seulement ça permet de diminuer le temps pour vraiment ceux pour qui c'est utile préopératoire, de dire on attend un peu parce que toi t'es pas une urgence, on va faire passer l'extradural avant ta hernie. Ça permet de diminuer la chirurgie la nuit parce qu'on est mieux organisé, c'est pas ce qu'on fait l'urgence à la fin de la journée. Et ça permet aussi la plupart du temps d'augmenter la chirurgie programmée parce qu'il y a moins d'annulation de patients et c'est mieux organisé. Et au final, quand on regarde l'utilisation globale de temps opératoire, on arrive à augmenter nos nombres de chirurgies. Cette étude qui a été faite en pédiatrie, qui montre alors que pour les enfants priorité 1, le fait d'avoir une filière, l'urgence absolue, on arrive toujours à faire une place quelque part. Donc mise en route ou pas de filière, on annule toujours, on les fait toujours passer. Donc pas de différence entre avant la mise en place d'une filière et après la mise en place d'une filière. Ce qui va vraiment jouer, c'est pour ces malades priorité 3, ces malades qu'il faut faire dans les 24 heures, où là le fait d'avoir pré-réservé des créneaux pour l'urgence, et ça diminuait ça permet de diminuer les délais préopératoires et surtout de diminuer la chirurgie qu'on va faire en dehors des heures ouvrables. J'ai regardé à Lille, c'est assez vieux, mais j'avais fait cette étude sur nos pourcentages en fonction de nos différents blocs opératoires, le pourcentage de blocs qu'on faisait en urgence. Alors évidemment, dans le bloc des urgences, c'était 98% de malades en urgence. Quand le bloc d'obstétrique, a priori c'est pareil, c'est que de l'urgence. Les blocs communs, 30% d'urgence, la neurochirurgie, 50% d'urgence, même en ORL, 10% d'urgence, etc., etc. Donc on fait tous une part énorme de malades en urgence. Le problème, c'est que dans le chaîne bloc, c'est marqué non programmé, et des fois dans le non programmé, il avait oublié de me le dire.
c'est plus vraiment de l'urgence. Mais voilà, donc déjà dans la façon dont on rentre dans les logiciels, de sortir les résultats, c'est pas toujours très facile. Donc on a regardé avec Delphine Leperc, on a fait une étude multicentrique, 10 CHU, l'HEGP a regardé, on a classé les malades, chaque chirurgie était classée, et on regardait le délai, ce qu'on appelait le délai. L'objectif, il fallait être opéré dans les 6 premières heures et le délai observé entre le moment où l'indication chirurgicale était opérée et le moment où on opérait le patient. Si le délai préopératoire était supérieur au délai théorique idéal, à ce moment-là, on était en retard, le ratio était supérieur à 1, on était en retard. En fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi quand même? Il y a 32% des patients dans ces 10 CHU qui étaient opérés avec un retard préopératoire, que ce soit des grades 1, des grades 2, des grades 3, enfin on avait pris la classification NEST, et on a regardé l'influence des 3 organisations de bloc dans ces CHU. Est-ce qu'ils avaient un bloc entièrement dédié à l'urgence, un petit peu comme on a à Lille, avec un bloc qui est polyvalent, où viennent des viscéraux, des thoraciques, des urologues, des ORL, ou est-ce qu'à l'inverse, comme il y a par exemple au bloc commun à Urier, un plateau technique commun avec une salle ou 2 salles qui vont être réservées aux urgences, ou alors une organisation comme en spécialité, où il n'y a pas de salle particulièrement dédiée à l'urgence, et s'il y a une urgence, ben on la met là où on veut. Donc on a comparé ces 3 organisations, un plateau un plateau dédié, une salle dédiée ou pas de salle dédiée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce retard de salle dédiée versus pas de salle dédiée, il y a une diminution très nette de ce délai préopératoire. Dans cette étude, il n'y avait pas d'impact sur la morbimortalité, parce qu'on a inclus, je ne sais plus, 1500, ça donne marquer, 1149 patients, et c'était que des gros CHU qui avaient quand même globalement tous une organisation plutôt avec un plateau dédié ou une salle dédiée. Mais 32% de retard. La première partie de cette étude, ça a été juste regarder à Lille ce qu'on faisait. Et donc à Lille, on a les 3 structures différentes de plateaux. Donc on avait moins de retard, on peut être fier, que dans l'étude multicentrique. À Lille, 25% des malades étaient opérés en retard. Et par contre, quand on voyait l'intérêt d'un plateau dédié à l'urgence, on n'avait que 17% de retard, versus 35% quand il y a une salle d'urgence, comme au plateau commun ou en neurochir, enfin, je ne sais même pas la neurochir s'il faut la mettre là ou là, ou pas de filière, 35%, avec un autre ratio qui était quand même très très net. Donc je pense que c'est notre travail à tous, c'est politiquement très long, c'est très compliqué, parce qu'il faut discuter avec la direction, avec les chirurgiens et avec l'encadrement, se mettre d'accord et surtout être très très bourrique. On va y arriver. Même chose, après ils ont voulu qu'on regarde le parcours, l'optimisation ça serait le parcours entier dès l'arrivée aux urgences jusqu'à la sortie de réanimation. Ils ont fait ça pour notamment l'ischémie mésentérique, avec quand est-ce que j'appelle le chirurgien, le radiologue, est-ce que je fais plutôt une laparotomie, est-ce que je mets plutôt un stent, est-ce que je fais plutôt une thrombectomie, et on voit qu'on diminue très nettement la mortalité juste quand on s'organise et quand on parle la même langue. Donc il y a plein de recos qui sont sortis, je ne vais pas vous les détailler, de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. En tout cas, il faut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Qu'il y a un impact médico-économique majeur, mais je ne pense pas que ce soit notre principale priorité. Notre principale priorité, c'est que le malade ait moins de comorbidité et moins de mortalité. Mais on voit que la chirurgie en urgence, c'est plusieurs millions de dollars et qu'elle ne peut qu'augmenter. Ils pensent qu'elle va augmenter de 50% en 2060 avec plus de traumas, plus de gens âgés, plus de complications. Les Américains, les Anglais nous conseillent même de nous organiser de façon régionale. En Angleterre, il y a des hôpitaux qui ne font aucune urgence, on transfère le malade. Il y a un malade qui s'aggrave dans leur lit, il est transféré, il s'organise vraiment en réseau. Nous, déjà à Lille, dire transférer d'Uri à Saint-Lambert, c'est compliqué. Non, eux, ils transfèrent de réseau. D'accord ? Donc voilà, on est, je pense, pas du tout mature. L'Angleterre a commencé il y a 15 ans. Les États-Unis s'y sont mis. Il y avait, il y a 10 ans, 30% des gens qui étaient organisés en acute care surgery. On est extrêmement en retard. Qu'est-ce qu'il est conclu et qu'est-ce qu'il est proposé de faire ? Donc s'organiser en réseau. Que la chirurgie d'urgence, il faut la mesurer et la réévaluer.
je vais souvent à ces réunions, c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Il faut mesurer les rapports chirurgie d'urgence, chirurgie urgente. Il faut les programmer, cette chirurgie d'urgence. Ça se programme pendant les heures de travail. D'accord ? C'est nous, anesthésistes, on va faire des gammes, on va être là la nuit, on va être là les samedis, on va être là les week-ends, d'accord ? Beaucoup plus par rapport aux chirurgiens. Donc c'est vraiment, il faut prendre ce problème à la base et faire partie des discussions. Il faut les hiérarchiser, ces urgences, parce que c'est quand même souvent celui qui gueule le plus fort ou le patron du service qui va passer devant. Non, il faut parler la même langue pour hiérarchiser les urgences. Qu'est-ce qui le fait dans les hôpitaux, dans cette salle? Qu'est-ce qui hiérarchise sur une échelle partagée? À Toulouse? Non, donc à Toulouse, pas d'échelle commune avec les chirurgiens. À Rouen, ouais. Thomas, tu travailles beaucoup dessus. Président du comité écoute de la SORS, c'est pour ça. Vous et tout le monde, tous les chirurgiens, on parle la même langue, vous avez une classification dans le logiciel? Voilà. Donc voilà, c'est une bataille de tous les jours, mais il faut tous avoir envie de le faire pour que ça marche. C'est possible, hein, il y a deux centres où ça marche. Il y a des recos très très connus. Hein. Quand est-ce qu'on doit ouvrir une salle d'urgence ou des places d'urgence? Dès que plus de 30% des salles débordent, pas en TVO. Dès qu'il y a plus de 2 lignes de garde d'anesthésie ou de chirurgie sur le CHU, c'est qu'évidemment il y a des urgences, donc il faut prévoir des blocs d'urgence, ou que 30% des salles... alors, les Américains et les Anglais, ils travaillent après 22h. 22h, c'est tard pour nous, on est plutôt à 20h. Des plans d'escalade locaux doivent être établis dans ces... si ce bloc-là il est occupé, où est-ce que je mets mon malade, hein, pour pas faire prendre de risques aux patients si on a un Est 1, et faire un ensemble standardisé. Ce que je propose de faire d'abord à Lille, en tout cas pour nous, on est très en retard, c'est utiliser les classifications. Il va falloir qu'on y arrive. Forcément, il faut, je veux dire, s'il y a une logique, c'est les plus graves d'abord, d'accord ? Mais même pour ça, c'est difficile dans certains blocs de faire les plus graves d'abord, d'accord ? Discuter, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'annuler un malade hein, quand il n'y a pas de plage réservée. Le malade, il a réservé ses vacances, ça fait 3 mois, il a prévu son arrêt maladie, il a prévu... Enfin, c'est horrible pour lui d'annuler. On doit l'opérer de son cancer depuis 3 mois et on annule parce qu'il y a un plus grave. Non, donc il faut s'organiser. Ça fait jamais plaisir à personne d'annuler un malade. Discuter quand même avec le chirurgien, identifier les filières, lutter contre le sacrifice, j'ai pas assez d'IBOD ou j'ai pas assez d'IAD ou j'ai pas assez d'anesthésie, donc on ferme la salle d'urgence, vraiment s'opposer à ça en disant si on a une seule qui doit être restée ouverte, c'est bien la salle d'urgence, puisqu'on fera les salles d'urgence, et puis faire une filière avec un bloc, c'est pas une salle qui est vide, c'est avec, et ça on le voit beaucoup dans certains blocs, c'est-à-dire qu'il y a une IAD qui est affilié à ce bloc opératoire, il y a un IBOD qui est affilié à ce bloc opératoire, il y a un anesthésiste qui est identifié, et à un moment il faut trouver un chirurgien, nous c'est parfois le problème, il n'y a pas de chirurgien, le chirurgien pour la garde, il est en train de faire de la chirurgie réglée, et donc c'est absolument pas une salle vide, hein, c'est une équipe entière qui doit être dédiée à cette salle d'urgence. Et évidemment vérifier les disponibilités matérielles et humaines, et je vous remercie, et je vous dis à ce soir pour prendre un verre. Vous avez des questions? Julien. Alors, il y a pas mal d'études que je n'ai pas détaillées. Ils font en général la différence entre heure ouvrable. Heure ouvrable dans la littérature, c'est plus que nous. Hein, en général, c'est jusqu'à 18h. Il y a la première partie de nuit jusqu'à 23h en moyenne et la nuit profonde en général à partir de minuit. Ils distinguent ces 3 types-là. Donc effectivement, en disant nuit profonde, il faut vraiment opérer l'urgence immédiate ou l'urgence dans l'heure. Il n'y a aucune logique. Hein. Je pense je crois qu'à la Pitié, ils ont tellement d'urgence, ils disent qu'il faut opérer 24 heures sur 24. Faire une appendoc à 5h du mat ou un col du fémur à 5h du mat, ça ne dérange pas. C'est hyper dangereux, on a vu les complications. Hein. Chirurgien à 5h du mat ou nous à 5h du mat, même si on n'a pas l'impression d'être fatigué, il y a plus de complications à ces heures-là. Donc il faut aussi accepter à faire en nuit profonde que les réelles urgences qui doivent être opérées dans les 2 heures.
des chocs, on a plutôt pris le parti de 2 heures du matin parce qu'on sait très bien que l'accès à la salle de traumato le lendemain, s'il y a 8 tours, ça va être l'enfer, que la neurochir, c'est toujours l'enfer. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont en attente et que ça va reporter d'autant que du coup, tous ces gens, ils vont être décalés. Est-ce que du coup, de ne pas faire... voilà, est-ce qu'il faut acter cette nuit profonde dans les hôpitaux? Est-ce qu'il faut dire nous aux urgences, voilà, la nuit profonde c'est minuit, c'est 2 heures, c'est 4 heures, c'est quoi en fait?